Je pense qu'il va très bien, parce que c'est un jeune chat, donc je pense qu'il lui reste encore beaucoup de vie, et il était assez féroce et en bonne santé. Donc. Et puis la dame la dresseuse était super gentille avec ses animaux, donc je pense qu'il va aller très bien. Et le projet, il est arrivé en fait, vous savez, quand j'ai fait Persepolis, j'étais aux Oscars, donc comme vous êtes aux Oscars, vous avez un agent américain. Et quand vous avez un agent américain, vous le payez pas tous les mois, donc vous le payez si vous ramène un projet. Donc c'est dans son intérêt de vous ramener tous les projets qu'il peut. Et donc j'ai eu comme ça par vague. Au début j'étais le spécialiste des enfants, parce que j'avais fait Persepolis. Et il y a eu un moment où j'étais la spécialiste du monde musulman, alors que moi je suis athée. Après, j'étais la spécialiste des films de femmes. Les films de femmes, c'est-à-dire, vous savez, ces films où les femmes veulent acheter que des sacs à main, mais elles n'ont pas de mari, elles ne travaillent pas, non plus, c'est pas des prostituées, mais quand même, elles ont 5000 balles à mettre dans un sac et vous ne savez pas comment c'est possible. Et il y avait des trucs comme ça, et puis un peu des trucs un peu du à praline et tout ça. Et puis, enfin, ce projet, il est arrivé, et je me rappelle très bien, je l'ai lu le soir, et je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est quoi ce truc? Je voyais des images, certes, et puis moi, la première question que je me pose toujours, c'est est-ce que moi, je vais payer 10 € pour aller voir le film? Parce qu'avant ça, par exemple, j'avais eu, vous savez, ce film qui s'appelle Maléfique avec Angelina Jolie, on me l'avait proposé aussi. Oui, mais vous savez, évidemment, c'est un film très grand, et il y a Angelina Jolie et tout, mais moi, vous savez, c'est le côté ténébreux de la force, et les dragons, et les nains, et dans les forêts et tout. C'est vraiment pas mon truc, j'aime pas ça. Donc comment voulez-vous, moi pas convaincu, faire un film convaincant pour vous convaincre? C'est juste impossible. Donc j'avais dit non. Et ce projet, c'était vraiment, j'avais pas à définir le genre. Et puis en même temps, c'était un film, je ne peux même pas me dire, c'est la 19e version de Bonnie and Clyde, c'est la 12e version de machin. Il me faisait penser à aucun film que j'avais déjà vu. Et puis je me disais, quand même, j'ai énormément de sympathie et d'empathie pour ce tueur. Ce qui est bizarre, et puis ce chat irrévérencieux, mal poli, cynique, qui me plaisait trop, il me faisait trop rire. Donc, même dans l'autre, j'avais vraiment envie de faire le projet, donc je suis allée les voir à Los Angeles. Je n'étais pas la seule qu'ils avaient contactée, il y avait 3 messieurs qui avaient déjà fait des thrillers, et ils m'ont choisi moi. Donc, je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai eu un peu peur. Non, je ne pense jamais au début à un acteur ou une actrice, parce que ça peut être embêtant, parce que vous savez, quand le scénario il arrive, il faut vous savez, vous avez un scénario d'abord, et puis il faut rendre le scénario faisable. Parce que le scénario, ça reste quand même au niveau de la littérature, donc vous pouvez dire plein de choses. Vous savez, vous pouvez dire, ils prirent la fusée, ils allèrent sur la Lune, mais si vous n'avez pas de thune, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de Lune, il faut donc trouver une autre idée. Et puis, il y a des choses aussi qu'il faut arranger et tout ça. Et donc, si vous avez déjà un acteur en tête, vous pensez tout le temps à cet acteur, donc le scénario se modifie en fonction de cet acteur, et puis si l'acteur vous dit non, comme on dit, on est dans la merde, quoi. Comment on fait avec? Bon. Donc, on a d'abord travaillé le scénario, et je ne vous cache pas que quand vous pensez à un serial killer, vous ne vous dites pas serial killer, Ryan Reynolds. Les deux, normalement, ça ne va pas bien ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé pour le choix principal, c'était Ryan Reynolds qui voulait faire le film, il avait eu vent du projet, il avait lu et il aimait beaucoup, donc on m'a dit Ryan Reynolds veut vraiment faire des films. Donc moi j'avais vu des films de Ryan Reynolds, je l'avais vu notamment par exemple dans Bullet où il est vraiment très très bon, mais même dans un film comme Des Crimes Lanternes, le film il est mauvais, on le sait tous, c'est vraiment naze, mais même dans ce film aussi naze, il arrive à faire un truc pas trop mal, et ça révèle du génie presque, pour arriver à faire quelque chose de pas mal là-dedans, sérieux, il faut y aller. Et il y est allé. Et en même temps, j'ai une conviction, je voulais absolument le rencontrer parce que vous pouvez avoir le meilleur metteur en scène au monde et vous pouvez le mettre avec le meilleur acteur au monde. Si l'un veut faire un film et l'autre veut faire un autre film, 2 films différents, le résultat ne peut pas être bon. Si on a la même vision, il est possible de faire quelque chose de pas mal. Mais ça, c'est la condition sine qua non. Donc je l'ai rencontré, non seulement il avait exactement la même vision en fait du film que j'avais, la façon dont il appréhendait le personnage de Jerry, comme il le pensait, ça c'était une première chose. Et aussi, il avait le physique de l'emploi, parce que vous savez, il peut avoir un côté vraiment très inquiétant, avec ses yeux comme ça, sombres et profonds.
Et en même temps, il a un sourire juvénile, enfantin, où dès qu'il sourit, vous avez envie de lui pardonner tout, vous lui donnerez le bon Dieu sans confession. Donc il y avait tout qui allait, et puis une fois qu'il est arrivé sur le travail, il était extraordinaire. Et puis après, pour le rôle des filles, des femmes, moi parce que vous savez, en même temps, un mec qui tue que des femmes, c'est un pervers sexuel. Entre nous, c'est ça. Donc, si à un moment donné, ne serait-ce qu'un instant, vous pensez, ah, c'est un pervers sexuel, bye bye l'empathie, au revoir la sympathie, c'est pas possible. Donc, il fallait qu'en fait, lui, il n'ait aucune sexualité. Et je me suis renseignée parce que quelqu'un qui a eu un choc émotionnel à un âge de sa vie, par exemple, il arrive très souvent qu'il reste bloqué émotionnellement dans cet âge-là. Et donc, Jerry, c'est un enfant de 11 ans qui se trouve grandi. En fait, il a le corps d'un homme qui a la trentaine, mais émotionnellement, il a 11 ans. Donc, tout le désir de séduction devait venir des femmes. Et moi, je me disais, bon, si j'étais un mec et je travaille dans une entreprise, qui est la première femme qui va me sauter à l'œil? Celle qui est féminine mais qu'on n'en peut plus. Et Gemma Arterton est vraiment une dégouline de féminité avec ses seins extraordinaires, ses hanches, cette bouche magnifique. Donc c'est celle qu'on va remarquer en premier. Après vous avez Anna Kendrick plus petite, comme ça plus discrète, plus la petite américaine type. Après vous avez la femme ronde, donc qui elle aussi elle est intéressée par Jerry, mais lui il ne voit pas du tout, parce que dans l'esprit des gens, une femme qui aime trop manger, ben, forcément elle n'aime pas les hommes, elle n'aime que bouffer, donc voilà. Mais le personnage le plus important c'était la psy, parce que dans le scénario original, la psy avait 35 ans, et donc ça crée de nouveau une autre relation comme ça de séduction, mais en plus de ça, je pense qu'à 35 ans, on ne peut pas maîtriser une situation pareille, et j'avais surtout envie de mettre une femme d'un certain âge, parce que dans tous les films, les actrices à partir de 60 ans, soit c'est la femme trompée, soit c'est la mère corail, soit c'est la grand-mère qui fait des gâteaux. En fait, elles n'ont pas une existence pour elles, leur existence est tout le temps liée aux gens autour d'eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leur mari, leur machin. Et elle, c'est une femme qui est elle-même, elle est la mère de personne, la grand-mère de personne, l'épouse de personne. Et j'adore cette actrice Jackie Weaver que j'avais remarquée dans Animal Kingdom où elle était géniale. Et voilà, donc ils ne m'ont pas imposé le casting. Il fallait que ce soit d'un commun accord. À chaque fois, ils ont fait des propositions. J'ai rencontré par exemple une actrice avant de rencontrer Gemma Arterton. Elle m'avait dit oui, il faut que. Moi j'étais obsédée sur Gemma, ils m'ont dit rencontre-la, rencontre-la. Et cette fille américaine, elle était sûre que comme j'étais iranienne, j'avais fait Persepolis, il fallait absolument qu'elle me montre un côté engagé. Et donc, à chaque fois que je disais un truc, elle était là, ouais, bien sûr. Et les femmes afghanes, j'étais là, mais et puis les femmes afghanes par-ci, et les femmes. Et auquel moment j'ai fait sans blague, mais il n'a même pas rigolé une fois. Je me suis dit, putain, je vais la tuer au bout d'une semaine, c'est pas possible, c'est pas Jerry qui va la tuer, c'est moi qui vais la tuer. Où il y avait une autre pour le rôle de Anna Kendrick, j'ai une espèce d'égérie de cinéma indépendant américain, j'ai fait un Skype avec elle, et ça sent, mais vraiment, à la première phase, ça sent la chieuse. Moi, je ne mettrais pas la caméra là. Moi, je ne ferais pas ça. On ne peut pas me filmer de dos. Ça, je ne vais pas faire. Je dis, non, non. Et donc, vous voyez en fait avec qui vous pouvez travailler ou pas. Donc, j'ai eu des acteurs que je voulais. Écoutez, je pense que chaque film a besoin d'un traitement particulier. Je n'ai pas un style que je pense que ça peut aller avec n'importe quel film. Persepolis, j'ai fait un dessin animé, pas parce que je suis animateur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc vous êtes animatrice, non je ne suis pas animatrice, j'ai fait un film d'animation, je ne sais pas faire du tout de l'animation. Et en fait, je pensais que si Persepolis, vous le mettiez par exemple, vous avez des gens qui me ressemblent plutôt à moi, plutôt par exemple qu'à Claire Chazal, disons. Et c'est une géographie que les gens ne connaissent pas. Quand vous montrez ce genre de film, les gens ils disent « Ah, mais ça c'est encore l'histoire de cette tiers-mondiste, et c'est loin d'eux ». Et le dessin, il y a l'abstraction du dessin qui fait que n'importe qui peut s'identifier à un dessin. Donc, comme je voulais que le propos soit universel et pas que iranien, le dessin animé, c'était ce qui était le plus propice, d'autant plus que mes parents, ils sont en vie, moi-même, je suis en vie, donc les acteurs qui jouent le rôle, ça devient vraiment très difficile pour moi. Donc, c'était ça. Après, Boulot aux prunes, c'est une histoire d'un homme qui décide de mourir, c'est vraiment claustrophobe, et donc, je voulais faire un film en studio qui montrait en fait la claustrophobie que lui, il vivait dans sa vie, avec les couleurs qui vont avec les couleurs de cette époque de Téhéran, etc. Et puis ce film-là, vous savez, j'ai toujours une charte de couleurs pour les films. Il y a des couleurs que j'aime, il y a des couleurs que j'aime pas. Et puis avant de commencer tout ce que j'ai fait dans ma vie, au départ, moi je suis peintre. Donc j'ai une relation donc, avec la couleur que vous avez quand vous faites de la peinture. Il y a des couleurs que vous aimez, d'autres que vous n'aimez pas.
Et j'aime bien quand le film il a une identité de couleur, pour commencer. Et puis contrairement, quand aussi vous avez ce point de vue, je ne peux pas penser par exemple qu'un plan n'est qu'un plan, et ça fait partie, plusieurs plans font une séquence. Pour moi, chaque plan représente une peinture, donc il faut qu'il soit parfait. Et il y a des choses, Stéphane peut vous le dire, qui me rendent dingue. Par exemple, si c'est cadré juste là, vous avez l'impression que la tête cogne contre le haut, ça me rend folle. Ça veut dire soit on coupe là, soit on coupe là, mais on ne coupe pas juste là. Si la ligne d'en bas n'est pas parallèle, ça ne va pas. S'il n'y a pas la parfaite symétrie, quand on a tourné la scène dans la forêt, quand il écrit Fiona, la scène de loin, j'ai emmerdé mon chef-op, finalement, il a trouvé quand même une symétrie en plein forêt, parce que je ne voulais pas que des arbres ils soient n'importe comment. Ouais, ça va jusque-là. Donc voilà, et puis après, quand moi je travaille avec les gens, il faut évidemment que mon chef déco, il faut qu'il fasse les meilleurs décos que moi, il faut que mon monteur soit meilleur monteur que moi, il faut que mon chef-op il fasse une meilleure lumière que moi et qu'il tienne mieux la caméra que moi, parce que sinon pourquoi je travaillerai avec les autres si je peux tout faire mieux qu'eux. Et donc, j'ai une idée de base que je donne, et après les gens ils le ramènent. Et c'est là tout l'effet de surprise, parce que les gens ramènent des idées beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai une idée de base, et puis après, il y a la connaissance de ces gens qui viennent et qui rajoutent. Par exemple, dans le cas de Stéphane, pour parler de lui, moi, comme chaque metteur en scène, évidemment, j'ai envie de mettre toute la scène, parce que je me rappelle quand on l'a tourné, et puis, Gemma, il a fait ça, et Anna, il a fait ça, et donc moi, si je monte le film, il va faire 2h30. Sauf que vous allez vous emmerder parce que c'est pas un film qui peut faire 2h30. Et moi, à chaque fois, j'étais là, mais un peu plus long, mais un peu plus long. Et lui, il me disait toujours, mais du moment, tes scènes que tu adores, on s'en fout, quoi. Si on a l'information, là, il faut couper. Donc là, il faut faire confiance au monteur qui fait la troisième écriture du film, parce que la première écriture, c'est le scénario, la deuxième écriture, c'est moi. Et le monteur, il réécrit le film une troisième fois. Donc voilà, c'est petit à petit les choses qui prennent une forme. Mais évidemment, je ne sais pas tout dès le départ. Il faut travailler, et puis à un moment, on trouve. Quoi. Voilà, bon. Alors sur la musique, je travaille depuis Persepolis avec mon musicien qui s'appelle Olivier Bernet. Je ne sais pas, j'aime pas trop en fait quand dans un film la musique vient trop devant et qui veut absolument me dicter mes émotions. Vous savez, quand il met des violons, quand il faut que vous soyez triste, que machin et machin. J'aime bien la musique qui peut être devant et derrière, qui accompagne bien les scènes. Olivier, c'est un très bon musicien qui arrive à faire ça. Après, je ne vous cache pas, si je pouvais avoir un peu plus de musique qui existe déjà, par exemple, il y a des musiques que j'aime, mais je ne peux pas les avoir parce que j'ai jamais suffisamment d'argent pour les avoir. Quoi. Ça coûte hyper cher. Par exemple, vous avez Sing a Happy Song à la fin, qui tombe hyper bien. Finalement, ça correspond beaucoup plus au film. Mais au début, j'avais une autre musique en tête. Bon, c'est une musique, et puis on découvre que cette musique appartient à la famille Jackson. Et la famille Jackson, elle veut $1 million. Et là, c'est pratiquement 10% du budget du film. Je peux pas mettre 10% du budget du film pour une musique, on va utiliser 3 minutes, c'est juste pas possible. Donc, on cherche d'autres musiques, et finalement, on m'envoie une liste, et je trouve cette musique de O.J. qui est beaucoup moins connue, donc moyennant, je ne sais pas, $6 000, $7 000, on peut acheter cette musique. Et finalement, ça correspond beaucoup plus au film. Donc il y a des choses aussi malheureuses qui finalement, c'est bien pour le film. Et l'accent écossais, avec Stéphane, comme on a toujours des problèmes de fric, vous savez, parce que ce film, il a coûté un peu plus de 9 millions d'euros. Quand vous voyez que Camping, ils l'ont fait pour 25 millions d'euros, je pense que c'est les boules de pétanque, ça doit être ça. Les boules, ça coûte hyper cher. Donc, vous voyez que c'est énormément de travail, il y a des grands acteurs hier. Donc cet argent que je l'ai tourné aussi en 33 jours. Donc tout ce temps et l'argent que je n'ai pas, je suis obligée de compenser ça en préparant au début. Donc toutes les scènes difficiles, ça veut dire toutes les scènes où il y a des animaux, toutes les scènes où il y a des effets spéciaux. Nous on a un storyboarder, il fait des storyboards. Stéphane ensuite il fait un animatique, ça veut dire il montre le storyboard pour faire un pré-film, qui nous donne une base pour savoir tous les problèmes qu'on peut avoir éventuellement pour ne pas arriver le jour de tournage et de dire « Ah, comment on va faire ?» parce que c'est trop tard, on n'a pas le temps. Et donc, je suis obligée de faire les voix moi-même. Donc, dans ma tête, la voix du chat, c'était Joe Pesci, c'était comme ça, une petite voix au perché, hyper rapide, un peu énervée. Donc, moi, j'avais imaginé le chat tout le temps Joe Pesci.
Et le chien, c'était à peu près ça. Et puis, les producteurs américains, on avait tous comme idée, bon, on va pour les voir, on va prendre un peu des acteurs connus, parce que ça fait des noms en plus sur l'affiche et tout. Et puis, un jour, il y a Ryan Reynolds qui envoie la voix du chat et du chien. C'est excellente idée, parce que évidemment qu'il entend les voix, lui, dans sa tête. Donc, ça doit être ses voix à lui. Et ce chat, il a un accent, il a une voix comme ça, et il est écossais. Et soudain, pendant longtemps, en fait, j'ai bu beaucoup de whisky avec des Écossais et j'ai joué aux fléchettes. Je me suis rappelée de tous ces Écossais que je connais qui sont un peu roux, vous savez, tout maigres comme ça, avec un regard un peu comme ça. J'étais là, mais évidemment qu'il est Écossais, cette personne nous faisait tous mourir de rire, donc on est allé pour. Du moment où c'est lui qui le pense, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, allons-y pour l'Écosse. Mais lui, il a fait parce qu'en fait, son agent, il est roux. Et dès qu'il y a un problème, il met des coups de boule à tout le monde. Voilà, cette source d'inspiration, c'est son agent roux, voilà. Et il appelle ça, en plus des coups de boule, ils appellent ça le Glasgow Kiss. Voilà, le baiser de Glasgow. Donc, voilà. Ah bah oui, je l'ai passé parce que moi je lis beaucoup le scénario pour moi-même. Enfin, je le joue beaucoup pour voir les problèmes de rythme. Et je me suis vraiment mis dans la tête d'un serial killer, d'où l'idée de Tupperware, parce que dans le scénario, il y avait une description, voilà, il coupe ci, il coupe par là, on voit le tendon, et ça c'est des choses que moi je ne peux pas voir moi-même au cinéma, donc si je ne peux pas le voir, je ne peux pas le montrer non plus. C'est des choses que moi quand je vois, ça me sort complètement du film, ça me fait trop mal à mes articulations, et donc il fallait que je trouve, et j'aime bien le hors-champ, j'aime bien faire du gore pudique, on va dire, voilà, c'est un nouveau genre. Et donc, j'étais dans mon trip de je suis une serial killer, j'étais dans ma cuisine et j'étais en train de réfléchir et je mettais tous les couteaux de la cuisine comme ça, bien parallèles, les uns aux autres. Et puis, soudain, je vois le Tupperware et j'étais là, ouais. Et ce mur de Tupperware, comme ça, en damier, une bleue, une jaune, une jaune, et c'est soudain, c'est plus gore, ça tombe dans le comique. Et je vous assure que le nom de Tupperware, c'est le poids de Gemma par la quantité de grammes qu'on peut avoir dedans. Non mais je vous assure, parce que on était allés ensemble pour voir le King Kong de Peter Jackson. Vous savez, il y a cette scène de patinage artistique où il y a King Kong qui tient Naomi Watts et voilà, ils sont dans le Central Park et ils font le patinage artistique. Et moi j'ai fait beaucoup d'études de mathématiques et physique et je regarde ça et je me dis, bon, voilà, comme vu le poids de King Kong, ça tient sur la glace doit avoir au moins 1 mètre d'épaisseur. S'il y a 1 mètre d'épaisseur, ça veut dire que au maximum, il peut faire moins 15 degrés. Comment ça se fait que Naomi Watts, elle est en nuisette et elle n'a même pas la chair de poule. Et je regarde ces feuilles, je dis, mais c'est pas possible, il fait trop froid. Et je me suis dit, certainement, il va y avoir une autre tarée comme moi qui va se dire, mais ce nom par... Donc il y a 150 Tupperware avec 400 grammes de viande en chaque, 150 ou 60 kilos de Gemma Arterton. Voilà. Écoutez, sérieusement, vous pouvez dire que le chat il est méchant et le chien il est gentil, mais on peut aussi dire que le chat il est honnête et que le chien il est bené. On peut aussi dire que le chat il a un super sens de l'humour et que le chien il sort poncif sur poncif. Ça dépend de quel angle on voit. Moi personnellement, je préfère le chat, c'est celui qui me fait le plus rire. Mais en même temps, quand vous voyez un chat, quand il a une souris ou un petit oiseau, comment il joue avec, le côté sadique qu'ils ont à ne pas le laisser mourir, ben, voilà, c'est comme ça. Et puis, vous savez, pour le choix des animaux, c'était vraiment au début, j'ai pensé chien gentil, donc nous on pensait tout le temps à un labrador. Et puis on rencontre ce chien qui a vraiment ce regard rempli de compassion, génial, et plus tout gentil et tout, donc j'ai dit, je prends ce chien. Et donc ce chien, comme il est physiquement très imposant, mais il ne dit pas des choses très intéressantes. On dirait un petit mec républicain, un peu concon, voilà. On va appeler les filles, des gentils. Donc il fallait un chat, et comme le chat, il prend beaucoup d'espace, il fallait que son physique, il avait aussi un physique particulier, il allait vraiment prendre tout pour lui. Et donc il y avait un chat noir et blanc et il y avait celui-là. Mais celui-là, il avait un petit regard comme ça et à chaque fois qu'il regardait dans son regard, vous pouvez dire « va te faire foutre, va te faire foutre ». J'ai adoré ce chat. Alors pour tourner, ça c'était encore une autre histoire parce que bon, le chien, vous pouvez dire c'est facile, le chien, vous le dites assis, debout et tout ça. Nous on avait un problème avec ce chien parce que notre chien était vraiment très sentimental. Dès que vous le caressiez,
un peu, il avait une érection de taille. Et vous voyez la taille du chien, vous pouvez imaginer. Et donc là, on ne peut pas filmer, il faut cacher le truc et c'est pas possible. Là, à chaque fois, j'étais là, s'il vous plaît, ne le caressez pas, il le prend trop personnellement. Et pour le chat, c'était juste impossible. Le chat, c'est... Tu fais ça et il vous regarde et il comprend très bien, mais jamais il va le faire. Donc c'est pas le monter pendant la journée. Moi je voulais droguer le chat. Je disais allez, on lui donne un peu de Lexomil et les Américains. On ne fait pas de maltraitance aux animaux. Quelle maltraitance? Moi je prends du Lexomil pour le calmer. Non, non, non. Mais c'est pas de monter le film pendant la journée et le soir, après qu'on était parti, il venait et il faisait des scènes de chat séparément. Et on a fait le split screen et finalement. Le fait que tout ça, ça marche, ça ne révèle pas du tout de mon génie, c'est lui. Et vous entendez en fait sur les rushs, et vous avez des heures et des heures pour que peut-être le chat, il veut faire 5 secondes, 5 secondes là, et il a trouvé les meilleurs moments. On a l'impression en fait qu'ils sont tous en interaction. Oui, c'est une partie pris parce qu'il y a des choses, si on les fait trop, c'est pas bien. Pour faire ça, après, il faut faire des traits sur le fond vert. Moi, je n'aime pas trop tourner sur le fond vert, parce que moi, je m'emmerde. L'acteur, il s'emmerde. Le chef-op, il s'emmerde. Tout le monde s'emmerde, et il y a beaucoup de problèmes après. Ça veut dire, si je tourne la tête, par exemple, sur un fond vert, le problème, c'est qu'après, il faut enlever le vert du visage. Après, il faut mettre la lumière du frigo. Après, il faut que les deux regards se correspondent. Après, quand c'est une tête découpée, quand vous parlez, que vous vouliez même rester très stable, votre tête bouge. Donc après, il faut stabiliser la tête. Donc, ils sont vraiment assis dans le frigo. Ils sont assis comme ça. Je mets du prosthétique, du silicone pour que la tête ne soit pas dans le frigo, mais sur le frigo. Après, ils sortent, on reconstruit le frigo, la caméra est bloquée, on refilme une deuxième fois et on fait une double passe de nouveau. C'est une technique un peu à l'ancienne. Et par contre, je peux voir immédiatement si ça fonctionne ou pas. Mais là, vous avez un acteur qui est réellement stable et les deux acteurs, ils jouent réellement ensemble, quoi. Donc après, oui, les têtes, quand vous les portez, ils peuvent parler, mais après, vous savez, on a des animaux aussi qu'il faut parler, et 9 millions. Absolument, vous savez, si vous voulez faire tout, en fait, du point de Jerry qui n'est pas là, qui est là, tout ça, ça fait une espèce d'épilepsie visuelle. Ça veut dire qu'il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, donc il faut le cantonner à un endroit où lui, il est, et on choisit la maison. Et voilà, je voulais absolument en fait que la différence entre ce qu'il voit et ce qui est la réalité soit suffisamment énorme, parce que si vous voulez créer l'empathie pour ce personnage, il faut être tout le temps avec lui. Il faut qu'au moment où il prend ses médicaments, il y a tous ces crottes partout et que c'est dégueulasse, il faut que vous vous disiez non, Jerry ne prend pas les médicaments, il faut que les spectateurs soient d'accord pour qu'ils ne prennent pas le médicament. Comme ça, l'empathie continue à fonctionner. Mais après, jusqu'où est-ce que cette trace, elle peut aller? Il faut aussi le penser, ça veut dire, cette trace, est-ce qu'elle peut être dans sa chambre? Non, parce que si cette trace est dans sa chambre, Jerry pue. Donc les gens, quand ils le voient en société, ils doivent avoir un mouvement de recul. Mais ce gars, il est propre. Donc il y a un endroit qui doit être propre. L'endroit où il dort, où il a ses vêtements, où il se lave, ça ne doit pas être complètement dégueulasse. Et c'est tout le reste de la maison où il empile. Et lui, son obsession, c'est qu'il dit toujours, je suis Jerry from packing and shipping. C'est aussi pour ça aussi que j'ai fait le Tupperware. C'est sa passion, c'est l'emballage. Donc, dans sa belle version à lui, c'est bien rangé. Et sinon, c'est des emballages comme ça qui pendent de partout, dans des sacs plastiques, partout. Voilà. Écoutez, le scénario était américain dès le départ, mais la plupart des films de serial killer, ça se passe aux États-Unis. Peut-être que ce pays crée beaucoup de tarés, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont plus de serial killer qu'ailleurs, mais vous avez beaucoup de films autour des serial killers, en plus qui sont souvent basés sur des histoires vraies. Scream, c'est une histoire vraie, c'est un type qui s'est mis en marche du campus en Floride et qui a, je pense, éventré 5 filles et un garçon, et à chaque fois en faisant des mises en scène macabres, la tête d'un côté, le bras de l'autre, tout ça. La plupart des films que vous voyez, il y a une histoire réelle qui est derrière. Là, il n'y a pas d'histoire réelle vraiment derrière, mais en fait, si, il y a une histoire réelle derrière, parce qu'en fait, Michael Perry, qui est donc l'écrivain du scénario, sa sœur, il m'a raconté, parce qu'eux, ils habitent dans le Ohio, il y avait un garçon qui était dans leur école, très, très gentil. Un jour, ce garçon, il a tué tous les membres de sa famille. Et puis pendant 2 semaines, il a continué à venir à l'école comme si de rien n'était.
Et au bout de 2 semaines, quand les cadavres ils ont commencé à se décomposer, c'est là où ils l'ont chopé. Mais lui, il faisait comme si tout était normal. Donc je pense que c'était un traumatisme que Michael Perry avait vécu pour écrire ce scénario-là. Donc là, je dis juste quelques lignes, hein, je réponds. Ensuite, on commence tout de suite, on fait la pré-production du film, on met en place les endroits qui vont être délicats dans le scénario à tourner, qui vont demander de l'argent, par exemple, ou des moyens techniques. Après, arrive le tournage, donc là, on a fait tout ce qu'elle disait tout à l'heure, un storyboard pour les endroits où les animaux parlaient, un storyboard pour les endroits où il y a l'accident de voiture, un storyboard, plusieurs endroits comme ça. Ensuite, storyboard, on en fait un animatique, donc pour faire le timing, pour faire un pré-film. On met même des voix, on met même des bruitages, on peut le pousser aussi loin qu'on veut. Ensuite, il y a le tournage. Donc, premier jour de tournage, j'ai rien à faire. Deuxième jour de tournage, je commence à dérocher ce qui a été tourné la veille, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a eu ce chat qui était ingérable, donc il a fallu, pour gagner du temps, créer une caméra B qui s'occupait de tourner le chat le soir venu, avec des caméras qui étaient bloquées sur leur trépied. Et puis on retournait les scènes avec le chat que j'essayais de faire tenir en place sur le bord du canapé, par exemple, parce que le sommet du frigo, c'était très facile. Il était plus à l'aise au sommet du frigo que sur le canapé, là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a demandé beaucoup de patience, ça. On était une équipe réduite. En fait, le chat, à partir du moment où il connaissait le plateau, plus le temps passait, plus il était tranquille, plus il se tenait bien, en fait. Et puis, quand le tournage est terminé, après je fais le montage, donc ça c'est un travail de montage normal, on va dire. Peut-être à la chose près qu'il y avait des effets spéciaux vraiment à gérer cette fois-là, donc travailler en étroite collaboration avec nos amis de l'atelier VFX qui étaient à Paris, qui sont partis maintenant, et pour essayer de minimiser le temps de travail et puis optimiser la qualité du rendu. Et tout ça étant passé, on a fait des retouches après, la production a voulu qu'on fasse des retouches sur le montage. Et on est arrivé, c'est à peu près 1 an après le tout début, en fait. On a mis 1 an pour faire tout le film. Et voilà, là c'était fini et on était contents. Mais je ne suis pas schizophrène, je crois pas. Si. Écoutez, l'ambiance du tournage, normalement, c'est bon, parce que moi, elle est même très bonne, parce que moi, si je ne rigole pas, je ne peux pas travailler du tout. Je ne suis pas du tout, faites comme ci, faites comme ça, je déteste gueuler sur les gens, j'aime pas ça du tout, donc il faut que ça se passe dans la bonne humeur. Je fais des blagues à tout le monde qui me font également des blagues, et normalement, ça se passe très bien. Et par exemple, je ne peux pas, par exemple, engueuler à un homme qui a 50 ans devant tout le monde. Enfin, mais j'imagine toujours qu'il a des enfants, qu'il a une femme, que c'est un monsieur, enfin, qui je suis pour l'engueuler, donc je prends sur moi. Donc ça se passe très bien. Après, moi, j'ai un rapport vraiment très protecteur avec les acteurs, parce qu'on dit beaucoup de mal des acteurs, on oublie toujours qu'un acteur, quand il passe une audition et qu'on lui dit non, c'est à lui qu'on dit non. C'est lui qu'on n'aime pas. C'est pas vous vendez quelque chose, et puis si on n'aime pas cette chose-là, c'est cette chose-là qu'on n'aime pas. Il ne s'agit pas de vous. Un acteur, quand on lui dit non, c'est sa personne qui est remise en question. Donc, il ramasse quand même pas mal, avant d'arriver de faire les choses, ils ont quand même ramassé pas mal de choses. Donc, ils ont un côté très sensible, qui n'est pas du tout un mythe. Il faut être très très protecteur avec eux. Donc du coup, ils m'aiment bien, donc ça se passe très très bien avec les acteurs. De ma petite expérience, parce que je n'ai pas tourné les 50 films non plus ces acteurs ils sont connus, moins ils font chier. C'est toujours l'acteur qui est presque là, il fait des manières pour voir jusqu'où est-ce qu'on va lui rendre des services, c'est juste pour être sûr de sa place. C'est eux qui sont les plus grands emmerdeurs, ils sont là, c'est une star, il est à sa place, donc voilà. J'ai jamais eu de mauvaise expérience, et oui, j'ai beaucoup travaillé en fait avec les Américains, parce que malgré la difficulté que ça représente une production américaine, c'est que la différence, c'est que vous devez, comme je n'ai pas le final cut officiellement, il faut que je l'obtienne officieusement. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse tout pour à la fin avoir le film que moi je veux avoir. Et je l'ai eu.
Le seul truc, c'est qu'il faut que vous justifiez à chaque fois tout ce que vous faites. Et il y a quelque chose de très ennuyant là-dedans, mais en vous justifiant, vous êtes obligé de vous poser des questions. Et les questions que vous posez, de temps en temps, les choses que vous trouvez, eh ben, vous n'aviez pas eu raison. Et si on me propose quelque chose en me disant oui, essaye ça, eh ben, si la chose elle est bonne, on le fait. En fait, je ne suis pas là pour dire que j'ai raison. On est là pour faire un film qui soit le mieux possible. Donc, si une idée elle est bonne, prenons la bonne idée. Et on a l'impression que je suis en train de m'envoyer des fleurs, j'en suis hyper sympa et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que je suis vraiment hyper sympa avec les gens parce que je reconnais leur travail. Quand mon premier assistant il me dit j'ai une idée, je ne fais pas semblant que c'est mon idée. Je dis ah, le premier assistant a une super idée. C'est juste une question de prendre les autres en considération, c'est tout, je pense. Mais il y a un autre truc bien avec les Américains, c'est quelque chose que j'ai appris d'eux aussi. Vous savez, il y a Godard qui dit un mauvais film américain, il est toujours meilleur qu'un mauvais film français. Et avant, je disais ça comme blague, mais en fait, il a raison. Et il a raison pour une raison. C'est que les Américains, ils ont une approche quasi scientifique, en fait, du cinéma. Vous savez, pour eux, déjà, le cinéma, ils placent ça comme un truc grec ou shakespearien. Il y a 3 actes, vous voyez, c'est un acte. Ils vous disent qu'avant le 25e minute, il faut que la première action elle arrive, à 42e minute, il faut que autre chose arrive, etc. Et c'est vrai que si vous vous basez que sur ces données-là, vous allez faire des films qui finissent par tous se ressembler, ce qui est le cas d'une partie du cinéma américain. Mais c'est bien d'avoir ces trucs-là, parce que si vous voulez tergiverser et faire autre chose, au moins vous savez pourquoi vous le faites. Vous ne faites pas une entrée de matière de 50 minutes où tout le monde s'emmerde et il ne se passe rien, parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous le faites, c'est parce que vous avez une raison pour le faire, et à ce moment-là, vous l'expliquez. À la fin, en fait, le truc, c'est avec les Américains, la fin, pour finir, c'est qui va avoir l'autre à l'usure. C'est une question de ça, et à ce jeu-là, mais personne ne me bat au monde. 7 milliards d'habitants, personne. Si je suis convaincue, c'est que je tiens, mais vous ne pouvez même pas imaginer comment, quoi. Donc voilà. Mais c'est très intéressant de travailler avec eux. Et puis, cette année, après avoir été à Sundance, il y a Robert Redford qui m'a invité pour aller parce qu'ils vont des Sundance Lab. Donc, vous avez des gens qui ont un premier scénario, donc ils ramènent des professionnels, je suppose être une professionnelle, donc on retravaille avec eux sur leur scénario, sur comment ils vont filmer, etc. Donc, j'ai eu la chance de voir plein de scénaristes américains. Et par exemple, j'ai appris d'un type qui est scénariste pour Scorsese que lui, quand il veut changer un scénario, il fait d'abord 4 versions différentes de la fin du scénario. Il ne retravaille que les 10 dernières pages, d'abord. Et c'est vrai que le film, comment ça finit, ça fait des films complètement différents. Une fois que vous avez choisi la meilleure fin, là, vous pouvez venir et retravailler le début. Mais ça, je pense que cette chose-là, elle est super aux États-Unis. Je pense que c'est le manque qu'on a dans le cinéma français. Je trouve le cinéma français, il est super. Il y a des talents, il y a tout. Le problème, c'est souvent une question de scénario. On ne travaille pas suffisamment le scénario. Et ça, c'est pas parce que les scénaristes, ils sont mauvais ou parce qu'ils sont paresseux. C'est parce qu'ils ne sont pas payés, parce que c'est pas un boulot qui est reconnu. Vous voyez, la nouvelle vague, avec toutes les bonnes choses qu'elle a ramenées au cinéma, il a par exemple détruit le métier de dialoguiste. Des Henri Janson, des Audiard, des Prévert, des gens qui ont fait tous ces trucs, tous ces dialogues qu'on se rappelle des films français. Cela, il n'existe plus. Et quand, par exemple, j'ai travaillé quand même pendant 2 ans au CNC, j'ai travaillé à Arte, donc en recevant le scénario. Le scénario, quand il est hyper poussé, c'est la version 3. Quand je reçois des scénarios américains, c'est la version 19. Mais c'est parce que le scénariste français, le pauvre, il est payé 30 000 balles. Mais comment voulez-vous demander à un mec 19 versions du scénario avec 30 000 euros? Parce que lui, il faut quand même qu'il paye son loyer et tout ça. Avec ça, il peut tenir quoi? 6 mois, hein? Donc, non, pas 6 mois, 12 mois. Mais c'est 1 an. Mais il ne peut pas travailler 3 ans sur le scénario. Donc, aux États-Unis, le métier de scénariste est très plébiscité. Par exemple, quand ils veulent faire des compliments à Tarantino, ils disent que c'est un meilleur scénariste que metteur en scène. Et ça, c'est quelque chose de positif. Parce qu'un film, sans bon scénario, vous ne pouvez pas faire un très bon film. Avec un bon scénario, vous pouvez faire un mauvais film, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, cette chose-là, j'aime bien. Et j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Donc,
c'était difficile, mais quand vous en sortez avec un bagage, donc j'ai gagné à la fin. Donc oui, j'aimerais bien, mais j'aimerais aussi continuer à travailler en Europe. J'aimerais bien faire des films dans des langues que je parle. Parce qu'il faut quand même pouvoir juger de la qualité en fait, du jeu de quelqu'un en comprenant la langue, mais je suis ouverte à toutes sortes de propositions. Voilà. Bah, c'est des choix de coups, par exemple, il y a des choses où, par exemple, voilà, ils vont vous dire par exemple, cette scène, elle est très longue, c'est surtout des histoires de longueur. Et des fois, ils ont raison, ça veut dire on fait quelque chose, on le fait. Stéphane n'est pas d'accord avec moi parce que lui, il voulait mettre une scène plus longue, eux, ils voulaient plus court, et finalement, moi, j'ai préféré la version plus courte. Donc, il y a des petits ajustements qu'il faut faire comme ça, c'est pas des grandes choses, hein, mais parce que eux, ils le montrent, ils font beaucoup de screen tests, et c'est là où, en fait, je m'engueule avec eux. L'engueulade, ça commence à ce niveau-là, parce qu'ils disent... une grande majorité de personnes, l'équipe de marketing et tout, et je leur dis, mais vous savez que le marketing, c'est pas une science exacte, c'est pas la physique, quoi. Si le marketing, c'était une science exacte, ben, il n'y aurait aucun blockbuster qui se planterait et qui ferait perdre 200 millions de dollars à un studio. C'est que ça ne marche pas des fois. Donc, je ne sais pas quel genre de coupe nous avait demandé de faire. Mais je m'en rappelle plus. Oui, de couper tout le début pour aller plus vite, justement. Exactement, voilà. Voilà, ça c'est une chose que j'ai appris. Il y avait tout le début, il y avait des scènes, et en fait, l'action, au lieu d'arriver à la minute 25, il est arrivé à la minute 40. Donc, comme vous aimez votre film et tout ça, vous l'aimez. Mais sauf qu'à un moment donné, en fait, ce qu'on doit raconter, c'est que Jerry est intéressé par Fiona. On le dit une fois, on le dit 2 fois, mais quand on le dit 5 fois, ça devient trop. Donc, il y a des scènes entières qu'on a coupées, justement, qui vont apparaître après dans le bonus DVD, et là, ils avaient raison. Et ça, c'est un savoir-faire que j'ai appris, voilà, ce genre de choses. Mais ils interviennent quand même, parce que nous, on fait d'abord un montage, on peut faire un bout à bout, mais le bout à bout, déjà, il n'était pas tellement supérieur, il faisait 2 heures. Donc après, vous coupez, et puis après, c'est une toute petite incision. Et puis à un moment donné, on y arrive, quoi. Parce qu'en fait, dans le scénario, les 3 meurtres, ils étaient très bien expliqués. Sauf que moi, je trouve que si vous le montrez une fois très bien, après, ça devient une espèce de leitmotiv, de gimmick, et donc, avec un coup, le dernier coup, là, on est dans le comique. Si vous montrez 3 fois, d'abord c'est très gore, et puis la 3e fois, ça devient vulgaire presque. À force de le montrer, vous vous rappelez de Freddy, là, vous savez, Freddy Krueger. On le montre tellement qu'à la fin, j'ai pensé au carnaval de Nice, quoi. C'est Freddy. J'avais hyper peur de Freddy, le première demi-heure, et après, bon, on sait, ça y est, il est brûlé, il a fait ça. Hein. Donc voilà, il y a des choses, ça par exemple, c'était prévu que ce soit comme ça. Après, que ce soit aussi rapide, aussi, voilà, comme couper avec une lame de rasoir, ça c'est des choses que Stéphane fait pour que cette idée soit remontée. Mais c'est pas toujours pour ne pas montrer, c'est aussi, vous savez, vous pouvez faire une jambe en silicone et le couper, c'est vraiment des choses, ça ne coûte pas plus cher en fait que d'avoir toute cette silicone dans cette boîte, parce que évidemment c'est pas de la vraie viande, parce que sinon vous imaginez avec les jours de tournage et la chaleur des lampes, ça pourrit et c'est plus possible. Mais c'est juste, il y a des choses que je n'aime pas, vraiment, j'aime pas. Et donc, si j'aime pas, je ne peux pas ne pas amener un truc et vous proposer à vous, et espérer que vous allez l'aimer, il faut que je sois convaincue, quoi. Voilà. Écoutez, sérieusement, si je veux faire un film sur la schizophrénie et je fais ce film-là, vous imaginez comment je suis irresponsable. Même que je suis la personne la plus irresponsable du monde. Déjà, on ne va pas qualifier cette maladie de schizophrénie parce que ce qui se passe est exactement l'inverse de la schizophrénie. Dans la vraie schizophrénie, quand vous ne prenez pas vos médicaments, c'est là où tout le monde vous paraît noir et sombre et rien ne va. Et là, c'est exactement l'inverse. Donc, je préfère l'appeler psychotique ou fou parce que j'imagine si mon frère il est schizophrène et je vois ce film, je vais avoir la haine et j'aurai raison. Il ne faut pas oublier, c'est quand même une comédie horrifique. Voilà. Donc, c'est un film, c'est une fiction. Après, la folie, elle existe. Et j'ai pas tellement de goût pour la folie, mais j'ai un grand goût pour les serial killers. Je suis obsédée par les serial killers. J'en connais tout un rayon. Je lis tout le temps des articles sur eux, je lis des histoires. Parce que vous savez, moi, je sais que le diable, il ne va pas venir s'emparer de mon corps. Je sais très bien que l'alien, il ne va pas pousser dans mon ventre. Je sais que
Je sais que tout ça, ça va pas se passer, mais le serial killer, il existe, donc le Dieu, il est dans la rue, quoi. Ça existe, donc ça me fait peur. Parce que pour de vrai, il y en a. Donc je lis plein de trucs. Et vous n'allez pas me croire, mais 20% des serial killers, c'est des femmes. On ne parle jamais des serial killers femmes parce qu'elles n'utilisent pas les armes. C'est des empoisonneuses. Et donc voilà, je connais tout un livre. Je vais peut-être écrire un livre sur les serial killers. Voilà, c'est ce que je vais faire. Non, bien sûr, moi j'aime rire et en même temps, vous savez, dans la vie, il y a toujours des moments où on rit. Et pour moi, l'humour, c'est quelque chose de très important. Parce que je pense que l'humour, déjà, l'humour, c'est une question d'intelligence. Ça veut dire que les gens sans sens d'humour sont bêtes. Voilà, je viens de faire une déclaration. Sincèrement. Cette vie qui est si courte et si pénible, si en plus on n'en rit pas, ça veut dire vraiment qu'on est con. Déjà pour commencer. Mais aussi, il y a autre chose qui est très importante dans l'humour, que j'ai utilisé dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est que vous savez, dans le langage, vous avez différents niveaux. Vous avez un niveau, par exemple, je vous dis table, chaise, on parle des objets. Après, on peut parler des instincts. J'ai faim, j'ai froid, voilà. Après, les gens du monde entier, ils pleurent pour les mêmes raisons. On pleure parce qu'on a mal, parce que notre enfant est malade, parce qu'on a perdu notre mère, parce que notre amoureux nous a quittés. Les gens de la terre entière, exactement, pleurent pour la même raison. Mais est-ce qu'on rit pour les mêmes raisons? Non. Mais pas du tout, pas du tout. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Par exemple, j'ai mis un temps, il y avait des blagues françaises qui ne me faisaient absolument pas rire. Et puis, le jour où j'ai rigolé, j'ai vraiment senti que je faisais partie de la société française. Le rire est tellement basé sur quelque chose d'abstrait. C'est tellement... Hein, que quand on arrive à rire ensemble, c'est pour moi c'est la chose la plus magique qui puisse arriver. Et j'aime particulièrement pas les films dans lesquels il n'y a pas d'humour jamais. Surtout dans les films sociaux, c'est ce qui me rend le plus dingue, parce que vous avez deux sortes de films sociaux. Vous avez les films de Ken Loach. Ken Loach, c'est le meilleur. Ken Loach ou Kaurismäki. C'est des gens qui aiment ces gens désœuvrés, et ils en font des héros d'un jour. Et ils leur rendent leur humanité parce qu'on peut rigoler avec eux. Quand vous regardez Looking for Eric ou vous regardez La part des anges, oui, c'est des pauvres, mais voilà. Après, vous avez des bourgeois qui font des films sur les pauvres. Et ces bourgeois-là, bourgeois cathos souvent, et ces bourgeois cathos, pour eux, de loin, il n'y a rien de pire que la pauvreté. Donc un pauvre ne rigole jamais. Un pauvre, il est malheureux, il est là du début de... Mais nom de Dieu, c'est des gens, c'est des êtres humains. Si on leur enlève même la seule chose qui leur reste, ça veut dire le rire, vous leur enlevez tout. Vous leur enlevez leur humanité. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Quand je lis un scénario, il n'y a aucun moment où c'est tout le temps comme ça, je ne peux pas le faire. Non, je vais... Déjà, storyboard entier pour le film et animatique entier pour le film, c'est encore une question dosée, déjà pour commencer. Et je pense aussi, à un moment donné, ça vous bloque. Ça veut dire qu'il y a des moments, quand vous tournez dans un décor naturel, quand... il n'y a pas d'effets spéciaux, quand il n'y a rien de particulier, il faut aussi arriver sur un endroit et de voir ce qu'on a envie de faire. Moi, je pense le film avant, et puis avant, on va voir les locations, avant, on réfléchit avec le chef-op, combien, où est-ce que... Je sais, par exemple, moi, je suis tout le temps en calcul. Voilà, aujourd'hui, j'ai 13 plans à faire, j'ai tant d'heures à faire. Pour les 13 plans que j'ai à faire, combien de positions de caméra je peux avoir? Et donc, ces positions de caméra, je les connais en amont, mais il faut toujours laisser une part pour pouvoir improviser, pour pouvoir aussi les faire. Je préfère faire le storyboard dans les endroits où je sais que je vais avoir des problèmes et que je ne peux pas arriver en disant « Bon, on va attendre encore 4 heures parce qu'il faut que je réfléchisse. » Ça, il faut que je réfléchisse avant pour qu'on puisse finir le film sur 33 jours. Quoi. Et il faut être responsable aussi de l'argent qu'on a. Je ne peux pas être... Je ne sais pas, moi, si on me donne... 20 € et que je vais m'acheter des pommes et je vais en même temps aller bouffer et en même temps je vais m'acheter un petit cadeau, je réfléchis comment je vais le partager. Donc je ne peux pas ne pas y penser quand il s'agit de l'argent des autres, en disant je m'en fous. Il y a de l'argent dont je pense il faut le faire pour que ça tienne dans le nombre de jours qu'on me propose. Quoi. Des fois, il y a toujours des passements, mais il n'y a jamais des passements de 50%, il y a des passements de 5-10%. Sérieusement, j'aimerais bien, avant de mourir, parce que vous savez, je vais bientôt mourir. Je dis bientôt, pas demain, hein, mais bientôt, c'est
Je ne vais pas encore vivre 400 ans. D'ailleurs, vous non plus au Ça, c'est maximum. sûr. Dans ces quelques années qui restent à vivre, j'aimerais faire j'aimerais faire une vraie comédie musicale. J'aimerais faire un vrai film d'action. J'aimerais faire, par exemple, j'aurais hyper envie de faire un film de super-héros alcooliques et désœuvrés. Parce que, non, mais parce que, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi dans la vraie vie. Dans la vraie vie, qui est un super-héros, par exemple? Un super-héros, c'est Dean Martin. Il était beau, il était grand, il jouait hyper bien, il chantait hyper bien, il claquait des doigts, il y avait 50 femmes qui tombaient, il avait tout ce qu'il voulait très facilement. Qu'est-ce qu'il est devenu? Alcoolique. Parce que quand vous pouvez tout faire, et ben vous déprimez. Donc un super-héros, par définition, doit être dépressif. Donc j'aimerais bien faire ça. J'ai même parlé aux gens de Warner, ils ont trouvé mon idée intéressante. Alors je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire ou pas. Quoique ça existe déjà. Ouais, non, mais un truc vraiment bien, et que les héros, par exemple, soient une femme et qu'elle ne soit pas vengeresse parce qu'on l'a violée quand elle était jeune. Parce que vous savez, les femmes, elles n'ont le sens de justice que si elles sont violées. Sinon, pas de pénétration, pas de justice. Ça, c'est vrai. Un truc comme ça. Voilà, et d'autres choses encore. Mais moi-même, je ne sais pas réellement, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. On va voir. Quand je le saurai, vous serez au courant aussi. Okay. Merci beaucoup.